Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, sans plus tarder, on va démarrer un peu. Donc, excusez-moi du retard. Et donc, voilà. Donc, on va démarrer suivant le thème étude des déterminants sur la variabilité du coût d'assurance. Donc, c'est une étude dont l'analyse a été ici développée dont l'analyse est faite à partir de ce qu'on appelle une thématique de machine learning. Et voilà. Donc, sans plus tarder, donc, on va parler un peu de l'objet de ce qui motive un peu cette étude-là. D'accord. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer un peu, de donner un peu ce qui motive cette étude. Donc, il faut comprendre que c'est une étude qui va permettre aux étudiants et professionnels en même temps de la data de découvrir les étapes requises pour développer des solutions basées sur des modèles d'intelligence artificielle. Autrement dit, c'est une occasion pour moi voilà, de permettre à nos étudiants, et particulièrement nos étudiants du Master 1 MSI, de découvrir un peu les rouages du métier, notamment de comprendre ici, dès le départ, quelles sont les compétences requises pour développer une solution basée sur un modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui motive en réalité cette étude-là. Et donc, voilà. Étant donné qu'on a parlé de voilà, donc nous on pouvait revenir sur non seulement donc l'étude a été réalisée sous format d'article et donc il faut comprendre que donc il y a deux aspects. Donc quand on parle de sciences et données, donc quand on parle de data science et autres, donc il faut comprendre qu'il y a les mathématiques d'une part et il y a également la programmation de l'autre côté. Et donc, il faut comprendre que ce sont deux disciplines qui vont de pair. Et il y a également la connaissance du métier qui vient compléter ces deux-là. Et donc, il faut toutes ces trois disciplines-là donc pouvoir développer des solutions basées sur des modèles d'intelligence artificielle. Et donc, il faut comprendre une chose. Donc, la question, normalement, la véritable question que l'on peut se poser est la suivante. Donc, a-t-on besoin de maîtriser en fait la programmation? C'est-à-dire pour développer des solutions basées sur l'IA, est-ce qu'on a besoin principalement de la programmation ou bien est-ce qu'on a besoin d'apprendre Python ou bien est-ce qu'on a besoin d'apprendre R? Ce sont ces questions que l'on se pose au départ. Et donc, la réponse à tout ça, l'idée, ce n'est pas de retenir du code et de savoir seulement programmer. L'idée, donc, c'est d'avoir implémenté une solution. C'est de comprendre d'abord le métier. Et parce que si on comprend bien le métier, donc on pourra donc dans ce cas développer la solution, d'accord, face à une problématique. Et donc l'idée ici dans ce webinaire, donc c'est donc on va essayer de parler des compétences requises, d'accord, pour faire 80% du travail. Donc ce qu'on appelle la loi de Pareto. Il faut comprendre en machine learning il y a beaucoup de compétences. Donc il faut juste comprendre que nous d'habitude dans les masters ou bien d'habitude dans les formations, on vous donne juste les 80% de ce dont vous avez besoin pour faire, les 20%, excusez-moi, de ce dont vous avez besoin pour faire en fait 80% du travail. Donc souvent en sciences et données, d'habitude en termes de langage de programmation, donc d'habitude les gens ils ont tendance à se focaliser sur principalement ces trois-là, à savoir R, Python et le langage SQL. Et donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails à savoir est-ce que Python est meilleur R. La question n'est pas là. Il faut comprendre que tout dépend de la problématique. Je prends un exemple. Par exemple, quand on fait ce qu'on appelle quand on traite des problématiques comme ce qu'on appelle la vision par ordinateur, ou bien quand on développe des modèles de deep learning, d'accord, des données satellitaires ou bien des données sur des images. Donc là, souvent on fait ce qu'on appelle à des réseaux de neurones, surtout ce qu'on appelle les réseaux de neurones de convolution. D'accord. Et donc, avec ces genres de thématiques-là, donc il est recommandé d'utiliser Python. Parce que là, on a des librairies dédiées pour ça. Maintenant, lorsqu'on traite des problématiques de business, par exemple notre thématique ici, à savoir ici la prédiction du coût d'assurance, ou bien étudier les déterminants, les facteurs qui peuvent expliquer la variabilité du coût d'assurance, c'est des problèmes liés à un business. D'accord. Et donc, il faut comprendre que pour ces genres de problématiques-là, pour moi, R est le meilleur langage adapté. Non seulement, la question c'est pourquoi. Parce que R, il faut comprendre que pour ce qui est des langages de programmation, R c'est le langage numéro 1 en termes de visualisation des données.
Donc, si tu poses Python R, d'accord, sur certaines thématiques, d'accord, Python est meilleur, mais sur d'autres thématiques aussi, on peut voir que R est meilleur. Et pour ce qui est des problématiques liées au business, donc on fait beaucoup de diagrammes visuels. Et donc R est bien fourni dans ce cas-là. Donc R, moi je m'en vais vous donner la preuve, hein, la preuve réelle. Que véritablement, donc R a ses atouts pour ce qui est des problèmes liés au business, d'accord, contrairement à Python. Il faut comprendre que donc Python est un langage de programmation, purement informatique. Donc aujourd'hui, les data scientists, ils utilisent Python, mais je peux dire qu'ils continuent à utiliser Python sous sa forme, c'est-à-dire qu'ils utilisent Python comme étant un langage de programmation. Alors que peut-être on aura l'occasion une autre fois, je vous montrerai comment véritablement un data scientist peut utiliser Python dans le cas d'une analyse statistique. Dans ce cas, on ne va pas avoir trop Python sous l'angle programmation, mais on va avoir Python comme sous l'angle outils statistiques et autres, d'accord, ainsi de suite. Voilà, donc ce qui fait que donc R ici dans mathématiques, donc moi je considère que R est le langage le plus adapté, d'accord, donc on verra le pourquoi. Voilà, et toujours voilà, là avant de commencer, donc comme on a dit, donc on va mettre l'accent sur un peu la connaissance du métier, notamment les compétences qu'il faut avoir pour développer ces genres de solutions basées sur des modèles d'intelligence artificielle. Et donc, il faut comprendre, en premier, donc, il faut d'abord comprendre les données. Donc, avant de pouvoir implémenter une solution ou bien un algorithme, donc, il faut bien une bonne compréhension. Raison pour laquelle nous, data scientists, d'habitude, moi qui travaille en, comment on appelle ça, en consultance, d'habitude, quand on part quelque part, donc, voilà, on s'associe avec les experts qui sont déjà sur place, histoire de comprendre bien leur métier. C'est à eux de nous expliquer leur métier. Mais nous, ensuite, avec une bonne compréhension de ce qu'ils font et des soucis qu'ils ont, et donc nous, on parviendra donc à proposer une solution, on parviendra donc à modéliser la solution et à implémenter la problématique. Donc c'est ça l'idée en fait. Donc il faut une bonne compréhension des données et cela passe par quoi? Cela passe par une analyse poussée des données, notamment univariée, bivariée, ce que vous avez eu à voir en master 1. Donc, raison pour laquelle donc, il faut bien vous concentrer en master 1 parce que voilà, on vous apprend pas mal de choses que voilà, souvent, voilà, c'est ce que nous utilisons. Nous. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Ce que vous apprenez, c'est ce que nous utilisons nous, en entreprise, d'accord? Et en dehors des compétences liées à la bonne compréhension des données, notamment de l'étude, donc il faut également maîtriser l'aspect technique. Là, je parle des langages de programmation. Et on n'a pas besoin d'apprendre 100 langages de programmation, mais ne serait-ce que maîtriser ces trois-là, ou bien ces deux-là, Python et R, pour moi, c'est un bon début, c'est largement suffisant. D'accord? Après, bon, on va voir les autres aspects, d'accord? Et là, je sous-entends l'aspect finition, quoi. Après avoir développé les modèles, comment l'implémenter et autres. Là, ça demande encore des connaissances un peu avancées. Mais déjà, retournons que donc, il faut déjà, voilà, si on a R et Python, d'accord, on peut faire des merveilles, d'accord. Et en troisième lieu, donc, il faut savoir également déployer un modèle de machine learning parce que je me rappelle que moi, en tant qu'étudiant, donc je suis toujours étudiant, d'accord, voilà. Je me rappelle qu'à mes débuts, donc, quand je finissais de développer un modèle, je me disais que le travail c'est fini. Alors que c'est loin de là. Donc, après qu'on ait fini de développer un modèle, il faut que le modèle travaille, il faut que le modèle puisse nous fournir, du moins, puisse régler notre problématique. D'accord? Et donc, la meilleure manière de faire fonctionner un modèle, c'est de le déployer. Il faut que le modèle parte en production. Dans les jargons des scientifiques, on parle de MLOps, Machine Learning Operation. D'accord? On y reviendra plus tard avec la solution que nous allons vous proposer. Maintenant, il faut également, ça c'est très important, d'accord, la dernière étape là, c'est-à-dire savoir communiquer les résultats. Ça, c'est pas donné, c'est quelque chose quand même qui vient au fil du temps, mais quand même c'est très important dans le métier. Il faut savoir communiquer les résultats, et en même temps avoir également une bonne connaissance des métiers du digital. Parce que, voilà, et là, pour ça, on peut le travailler même en master. Comment? C'est-à-dire il faut faire beaucoup de projets, de rencontrer le maximum de problématiques. De sorte qu'aujourd'hui, tu peux aller en entreprise, d'accord, on te dit, nous, on a telle problématique, d'accord. Et toi, tu lui dis, ok, puisque moi, dans le cours de ma formation, j'ai eu à résoudre tel problème, donc je peux me baser de ça, et donc modifier tel truc, et donc je peux fusionner tel projet, et donc pour résoudre ta problématique. Mais tu dis seulement à ton entrepreneur, à ton boss que, voilà, si vous avez telle donnée, d'habitude, les gens utilisent tel modèle ou bien telle solution ou bien segmentation des clients ou bien des problèmes d'attrition pour régler ça.
Là, donc, vous aurez besoin donc, de faire beaucoup de projets pour ça. Raison pour laquelle donc, je vous dis qu'il faut une bonne connaissance et savoir communiquer les résultats. Et pour communiquer les résultats, donc, on a des librairies qu'on verra plus tard, qui permet d'expliquer avec Galex et autres. D'accord. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le débat, donc utilisation des algorithmes de machine learning dans le domaine de la science. D'accord. Voilà. Et donc, avant tout, donc, nous allons parler de notre problématique. D'accord. Il faut comprendre que donc, pour ce qui est des problématiques liées au domaine d'assurance, donc, dans le cadre de mes recherches, moi, j'ai eu à découvrir que donc, il y a ce qu'on appelle une problématique classique. C'est-à-dire que dès le départ, donc, on peut trouver jusqu'à présent beaucoup d'études qui ont été menées suivant cette problématique classique-là, à savoir prédire le coût d'assurance maladie par apprentissage automatique. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées jusque-là, suivant cette thématique-là. Raison pour laquelle nous, donc, voilà, on a jugé donc utile de changer un peu cette thématique-là. Et donc, au lieu de nous focaliser sur seulement la prédiction, nous, on a jugé utile d'étudier les facteurs qui influenceraient sur la variabilité du coût d'assurance maladie. Et donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. Nous, par exemple, la question que l'on se pose est la suivante. Donc, on cherche à savoir, par exemple, est-ce que le fait d'être âgé, ou bien est-ce que le fait d'avoir 50 ans, cela peut impacter sur le coût de la couverture d'assurance, ou bien est-ce que le fait d'avoir 25 ans, donc ça fait qu'on paie moins pour ce qui est du coût d'assurance, et ainsi de suite. Ou bien est-ce que le fait de résider dans une zone des États-Unis, par exemple au sud-est des États-Unis, est-ce que ça fait que donc est-ce que ça augmente le coût d'assurance? Ou bien est-ce que le fait d'être homme ou femme, et ainsi de suite. Donc on cherche les facteurs qui influenceraient sur le coût, sur la variabilité du coût d'assurance. Et donc ces facteurs-là, c'est super important parce que c'est à partir de ces facteurs-là, vous pouvez développer ce qu'on appelle votre business intelligence. C'est à partir de ces connaissances-là que vous pouvez développer votre solution d'IA. Et donc ces connaissances-là, elles ne sont pas gratuites. D'accord. Après avoir développé le modèle, c'est le modèle qui va nous informer, qui va nous fournir des informations sur ces facteurs-là, sur les facteurs qui influenceraient qui influencent la variabilité du coût d'assurance. D'accord. Et nous, on en a besoin, c'est parce que ce sont ces informations-là qu'on utilise en fait pour développer des solutions d'IA. D'accord. C'est super important. Et on va voir ensemble comment tirer ces informations-là. Maintenant, pour ce qui est des exemples d'études, donc là, c'est toujours le cas classique. Prédiction, par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été menées pour ce qui est des prédictions des primes d'assurance, d'accord. Il y a quelques études également que j'ai eu à rencontrer, où l'idée c'était de prédire si un client va souscrire ou pas à une couverture d'assurance. Là, il s'agit parce qu'il faut comprendre que dans cette étude, donc on fait on utilise ce qu'on appelle des modèles supervisés. C'est quoi des modèles supervisés? C'est des modèles où la variable target est connue. Donc, il y a une variable target, il y a une variable cible. Et donc, lorsque la variable est, nous, dans notre cas d'étude, donc, on a une variable target qui est numérique, qui est continue. Donc, il s'agit des coûts d'assurance. Donc, il s'agit donc d'utiliser ce qu'on appelle les modèles de régression linéaire, ou bien de régression polynomiale, ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, dans le cas de la prédiction, dans cet exemple où il s'agira de prédire si un client va souscrire ou pas, dans ce cas, donc, il s'agit donc d'une étude où la variable target est une variable binaire ou bien multimodale. Dans ce cas-là, donc, on fait appel à des modèles de classification. C'est seulement la différence, d'accord? Et la finalité restera toujours la même. Donc, au finish, donc, le modèle peut nous fournir les facteurs qui contribuent à la variabilité qui contribuent au risque de souscription ou pas. Et pour finir, j'ai également eu à réaliser cette étude. Donc, ça, c'était le cas où il fallait prédire le nombre de sinistres pour la couverture d'assurance maladie, la couverture d'assurance automobile. Là également, c'est une étude qui est intéressante. Mais sauf que là, la variable target, pour ce cas-là, constitue ce qu'on appelle une variable de comptage. D'accord? C'est une variable de comptage. Donc, les modèles de machine learning qu'on utilise pour des variables de comptage, pour ces cas de variable target là, on fait ce qu'on appelle une régression de Poisson. Donc, on fait appel au modèle de Bayes, d'accord, au modèle de Bayes. Donc, on fait appel à la théorie de Bayes. Donc, c'est cette théorie-là qui nous permet de modéliser ce genre de variables de comptage, d'accord. Donc, c'est un peu différent de notre cas où on a une variable
on a une variable continue où on fait appel directement à une régression, d'accord, à des modèles de régression. Ok. Maintenant, quelle solution à nos problèmes? Donc, on va essayer de voir un peu la manière, je vais essayer d'expliquer un peu la manière dont on a usé ici pour appréhender un peu notre problématique, d'accord? Voilà. Et donc, la solution, moi, je l'ai réalisée et je l'ai présentée sous format d'article, d'accord? Et donc, vers la fin, donc, je vais publier cet article-là. Donc, c'est ça l'idée en fait. Donc, je vais publier cet article-là et je l'ai mis dans mon blog. Jusque-là, je n'ai pas encore publié. Donc, c'est l'occasion pour moi de publier ce blog-là et de le mettre à disposition des étudiants. Donc, ça m'a pris un bon nombre de temps. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à travailler dessus. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu l'occasion maintenant de le finaliser. Donc, d'accord? Et ça va permettre aux étudiants du master de pouvoir maîtriser dès le départ, d'accord, les différentes étapes à mener pour développer une solution basée sur l'IA. Et donc, voilà. Et donc, à chaque fois, on essaiera quand même de renforcer, d'accord, de prendre d'autres thématiques et de les publier sur ce blog-là. Et du coup, ça va permettre constamment aux étudiants de découvrir un peu les nouveautés et de pouvoir donc connaître les différentes étapes à suivre donc, pour développer des solutions basées sur les modèles d'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, pour ce qui est de... Donc, il faut toujours noter que donc, ce blog-là, donc, on l'a développé 100% sur R1, d'accord. Et donc, ça demande des compétences d'accord, en Markdown et l'élément qui nous a permis, la librairie qui nous a permis de réaliser ça s'appelle Quattro. Donc, Quattro, c'est une librairie, voilà, c'est du même genre que Markdown, R Markdown, et ça nous permet de rester sur R. C'est du 100% sur R, et ça nous permet de pouvoir réaliser ce dont vous avez vu à l'écran, c'est-à-dire ça nous permet de réaliser des sites web et des blogs, ainsi de suite, et ça nous permet de rédiger des articles. Aujourd'hui, je peux tout simplement avec R, je peux analyser mes données, je peux les importer, les analyser, entraîner mes modèles, les déployer et en même temps fournir un article. Le tout sur R. Et là, c'est comme LaTeX. Hein. On a la possibilité de taper du LaTeX et tout. Donc là, on a la possibilité. Vraiment, c'est en fait un outil qui nous permet vraiment de réaliser un document scientifique pur et dur, hein, avec la possibilité de faire du référencement, de faire de la bibliographie, de faire tout. C'est un outil complet qui est adapté à la science. Hein. Donc, pour moi, c'est l'outil idéal pour ceux qui sont dans le domaine de la recherche. D'accord? Ok. Et donc, vers la fin, nous allons partager ce lien-là qui va vous permettre d'avoir accès. Et nous-mêmes, on va lancer le lien-là pour pouvoir expliquer certains résultats. D'accord? Et donc, la deuxième partie également de notre solution, donc, on a implémenté la solution à travers une application qu'on a appelée HiCP App, c'est-à-dire Health Insurance Cost Prediction. Donc, il faut comprendre que donc, ça, je l'ai expliqué dès le départ. L'idée, c'est pas seulement de faire un modèle et de partir. Non. Donc, une fois qu'on a fini de développer un modèle, de l'entraîner et de se dire que donc, on a notre modèle qui est, une fois qu'on juge que le modèle est performant, il faut que le modèle entre en production. Il faut que le modèle nous serve à quelque chose. Et dans notre cas, donc, je vous ai fait un exemple ici où non seulement le modèle va vous permettre ici de pouvoir connaître quels sont les facteurs qui influenceraient sur la variabilité, parce que ces facteurs-là, c'est ça que vous voyez ici. Donc, ça, c'est un diagramme visuel. C'est un diagramme qui est exclusivement interactif. Quand vous mettrez le curseur, donc vous aurez des informations. Ça vous dira, par exemple, le fait de fumer. Donc, le fait de fumer, donc, donc, c'est un facteur qui augmenterait le coût d'assurance, ainsi de suite. Et là, vous avez une deuxième fonctionnalité, c'est-à-dire ici, vous avez ce qu'on appelle les instructions. Donc, une fois que vous entrez les inputs, d'accord, donc vous avez la possibilité d'avoir une prédiction ici. Donc, derrière, donc, il faut comprendre que dans cette étude, nous, on a utilisé donc 5 modèles de machine learning et on les a entraînés, on les a évalués et le plus performant a été déployé dans cette application-là. Donc, c'est ce modèle-là qui nous permet de faire des prédictions. Une fois que vous lui donnez les inputs, ce modèle est capable de vous fournir donc une prédiction, par exemple, qui est là. Voilà. Donc ça c'est la partie finition quoi. Ça c'est la solution qui a été développée. Tout ça vous l'avez dans le blog. Ok.
Maintenant, l'aspect technique. Là, je vous disais encore une fois, donc, ce qui intéresse le data scientist, ce n'est pas seulement savoir programmer, non. Donc, il faut juste savoir, donc, ce qui intéresse le data scientist, ce n'est pas de retenir du code, non, non, c'est pas seulement ça. En réalité, ce qui intéresse le data scientist, c'est de savoir que donc tel outil et tel outil existe. C'est de connaître les frameworks, bien les librairies qui nous permettent de régler, de résoudre les différentes problématiques, ou bien qui nous permettront de répondre aux différentes tâches. Par exemple, si je veux importer mes données, les toiletter, d'accord, imputer les valeurs manquantes, ainsi de suite, d'accord, enlever les doublons, et donc sur R, donc voici les différentes librairies dédiées à la science des données sur R. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de R, on ne peut pas parler des sciences des données avec R sans pourtant parler de taille de verse. D'accord? Taille de verse, c'est impossible. Et taille de modeste, on verra tout ça. Voilà. Et donc, on les a classés. Voilà. Donc là, il s'agit donc, on a ici un schéma qui nous permet de voir les différentes librairies qui nous permettent de partir de l'analyse des données jusqu'au déploiement du modèle. Et donc aujourd'hui, pour tout ce qui est manipulation, épuration des données, imputation des valeurs manquantes, donc on fait appel à la librairie Tidyverse. Donc il faut comprendre que Tidyverse, c'est un framework. C'est pas une librairie, mais c'est un framework. C'est un framework qui regroupe plusieurs librairies. Et parmi les librairies les plus célèbres du groupe Tidyverse, il s'agit de la librairie Dplyr et la librairie ggplot2. Dplyr, c'est une. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de data science sur R et ne pas parler de Dplyr. C'est impossible. Car, bon, tous ceux qui ont fait du SQL, il faut comprendre que Dplyr, c'est une adaptation du langage SQL. Donc, quand vous faites du Dplyr, donc vous n'avez rien à envier à quelqu'un qui a fait du SQL. Parce que tout ce qui faisait le fort du langage SQL a été importé sur Dplyr. Là, je vais parler de ce qu'on appelle les 5 verbes, comme par exemple mutate, select, filter, grouping et summarize. D'accord? Et toutes ces fonctions-là, vous les avez sur Dplyr et ça permet véritablement de gagner du temps lorsqu'on fait de la science des données sur R, avec le langage de programmation R. Donc, je peux dire que Dplyr, c'est l'équivalence de Pandas, d'accord? Tous ceux qui connaissent Pandas, c'est le Python, d'accord? Donc, c'est des librairies très, très puissantes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de sciences des données avec R sans pourtant parler de ces deux librairies-là. Et en dehors de ça, on a ici, c'est une librairie qui est particulière et qui me plaît beaucoup. Donc, elle est intitulée eChat4R. eChat4R, c'est une librairie qui est du même niveau du même rythme que Plotly, pour ceux qui connaissent Plotly. Plotly, c'est une librairie qui permet de rendre interactifs les graphes, mais sauf que là, en fait, l'avantage de eChat4R, en fait, c'est du Java qui a été importé sur R. Encore une fois, eChat4R, c'est du Java qui a été importé sur R. Et donc, quand vous réalisez des diagrammes visuels sur eChat, donc ça vous permet d'avoir des diagrammes vraiment magnifiques, hein, avec des diagrammes avec des possibilités énormes, d'accord, des choix de couleurs, des thèmes, ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité de contrôler tout sur le diagramme. Et donc moi je dis la chose suivante. Donc pour ceux qui utilisent des langages de programmation pour la visualisation des données, donc ce qui fait encore une fois l'avantage de R. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que donc, c'est disponible sur R et sur Python. Donc vous pouvez le faire sur R et sur Python. Et là, ça colle bien parce qu'il faut comprendre que la solution qui est là, ça a été déployée sur un blog, sur un site web. Et donc, quand vous rentrerez sur le site web, vous verrez que tous les diagrammes seront interactifs. Et donc, c'est cette librairie-là qui nous permet de faire ça. Et donc, la troisième étape ici, c'est la librairie qui nous fournit ici les algorithmes de machine learning. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de chercher 1014 autres. Donc, quand vous faites du machine learning sur R, la librairie top, c'est-à-dire l'équivalence de scikit-learn sur R, ça s'appelle tidymodels. C'est la librairie top number one pour moi en termes de tout ce qui est des librairies qui nous permettent. En fait, ce n'est même pas une librairie, mais c'est un framework du même niveau que Tidyverse. Parce que c'est un framework qui regroupe en elle plusieurs librairies, d'accord? Et c'est l'ensemble de ces librairies-là qui nous fournit l'ensemble des algorithmes de machine learning qu'on a eu à utiliser. Et vraiment, ça nous fournit d'énormes. On a une large possibilité d'algorithmes de machine learning qui sont à notre disposition. Maintenant, ce qui intéresse le data science, encore une fois, ce n'est pas de retenir tous les algorithmes, mais de savoir s'en servir. Et de savoir pour chaque problématique, quel est le meilleur algorithme approprié pour ma problématique, autrement dit pour résoudre mon problème. C'est ça qui intéresse le data science, mais ce n'est pas de retenir les algorithmes. Et pour finir, on a Shiny.
Shiny, c'est l'un des, pour moi, c'est l'une des librairies qui fait le fort de R. C'est vrai que jusque-là, Shiny, c'était la spécificité de R, mais aujourd'hui, Shiny est venu sur Python. Ce qui fait que donc aujourd'hui, les Pythonistes, voilà, ils ont tendance à dire que donc voilà, R n'a plus rien à aller, voilà, donc ils se disent que donc ils n'ont plus rien à envier aux développeurs de R. Mais il faut retenir que en fait, c'est ce qui fait l'avantage de R aussi. C'est que fait que quand vous avez fini de développer votre modèle, vous avez la possibilité de le déployer et de le rendre interactif et donc et de créer ce qu'on appelle des dashboards. Et c'est cette librairie-là qui permet de faire tout ça. Elle s'appelle Shiny. C'est une librairie très puissante. Voilà. Et donc, il faut comprendre que quand vous développez un algorithme de machine learning, d'accord, il faut comprendre qu'ici, nous, on a utilisé, dans le cadre de cette étude, on a utilisé 5 algorithmes de machine learning qu'on a entraînés et qu'on a évalués. Et par exemple, c'est le modèle Random Forest qui a été le meilleur modèle. Maintenant, il faut comprendre que nous, dans le cadre de cette étude, l'idée, ce n'est pas seulement de prédire. Non, nous, on cherche à expliquer la variabilité du coût. Autrement dit, on cherche à savoir, est-ce que c'est l'âge qui contribue le plus sur la variabilité du coût, ou bien est-ce que c'est le fait d'être fumé, ou bien est-ce que c'est le fait de fumer, oui ou non. Et donc, quand on regarde, donc ici, on a une librairie du nom de Vibe, d'accord, pour des variables importantes, d'accord. Cette librairie Vibe de R, donc, elle nous fournit ici un diagramme qui nous permet de découvrir les meilleurs contributeurs, d'accord. Et donc, les données montrent que c'est l'âge qui contribue le plus sur la variabilité du coût d'assurance. Autrement dit, les personnes, donc on verra plus tard dans l'application qu'il s'agit en fait des personnes âgées. Donc, les personnes âgées se verront leur coût d'assurance élevé par rapport aux jeunes, d'accord. Et également, le fait de fumer, le tabac est un facteur influent sur la variabilité du coût d'assurance. Donc, l'étude a montré ça également. Ça, on l'a vu dans l'analyse bivariée, et également le modèle l'a encore repris, d'accord. Et en même temps, donc l'étude a montré également que l'indice BMI, ça renvoie ici à l'indice de masse corporelle. L'étude a montré ici que l'indice de masse corporelle également est un facteur influent. Donc ça augmenterait le coût de la couverture d'assurance. Donc les individus après on verra que les individus en réalité qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, donc ce sont ces individus-là en réalité qui ont un coût élevé par rapport à la moyenne. Voilà en gros ce que nous fournit la fonction VAR. Et il faut comprendre que ce diagramme-là, on l'a obtenu grâce au modèle. Donc ce diagramme-là, donc une fois que vous avez fini d'entraîner votre modèle, vous pouvez utiliser cette fonction-là pour extraire ce qu'on appelle les meilleurs contributeurs. Et ça, voilà, ça c'est important. Donc ça permet de pouvoir découvrir les facteurs qui influent sur la variabilité du modèle. Et pour finir, donc là, c'est ce qu'on appelle la partie explication du modèle de machine learning. Ça c'est très important. Il faut comprendre que en sciences de données, il y a beaucoup de trous noirs, surtout pour ce qui est des algorithmes de machine learning. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Et ici, on a la librairie d'Alex, ou bien d'Alex Extra. Il y a une autre librairie du nom de Lime. En fait, il s'agit des librairies qui nous permettent d'expliquer le fonctionnement du modèle de machine learning. Et là, c'est super important. Là encore, ça vient compléter ce diagramme-là. Parce que ce diagramme-là, donc, ça nous donne juste les contributeurs. Mais ce diagramme-là, d'accord, j'explique un peu comment on a fait pour l'obtenir. Donc, ce qu'on a fait, donc, on a repris la variable target qui était le coût de la couverture d'assurance. On a binarisé. Donc, on l'a divisé, c'est-à-dire on l'a catégorisé. Comment? C'est-à-dire qu'on a calculé ce qu'on appelle la médiane. D'accord? On a calculé la médiane et on a trouvé une valeur. C'était aux alentours de 9000 et quelques dollars. D'accord? Donc, ça veut dire que 50%, plus de 50% de notre échantillon, donc plus de 50% de notre échantillon. Donc, ils ont en fait une couverture d'assurance supérieure à qui atteint au moins 9000 et quelques dollars. Donc ça, c'est la moyenne, c'est la valeur médiane. Et donc, nous, on a créé une variable binaire à partir de cette variable, à partir de la valeur médiane. Tous les individus qui ont un coût d'assurance supérieur à la médiane seront considérés comme étant élevés, et dans le cas contraire, ils seront considérés comme étant des coûts moins élevés. Et donc, après, donc, on a eu à calculer la moyenne, d'accord, de tout ça. Et ça nous a permis donc de pouvoir confectionner ce diagramme, d'accord.
Et par exemple, à travers ce diagramme-là, donc on peut donc avoir une idée sur les différents facteurs qui influenceraient, donc qui contribuent à qui participent à une augmentation du coût d'assurance et les facteurs qui contribueraient à une réduction du coût d'assurance. Par exemple, si on prend ici à travers ce diagramme, donc on peut voir que le fait d'appartenir à une famille large, donc ça, c'est un facteur aggravant du coût d'assurance. C'est-à-dire c'est un facteur qui augmente le coût d'assurance. C'est-à-dire que les personnes, n'est-ce pas, qui appartiennent à des familles larges, donc, se verront donc augmenter de leur coût d'assurance, contrairement, par exemple, aux non-fumeurs. Par exemple, si on prend les non-fumeurs, donc, contrairement aux fumeurs, les non-fumeurs se verront donc diminuer de leur coût d'assurance. Également, les données montrent que les individus qui habitent dans les zones, par exemple, nord-est des États-Unis, donc ces individus-là se verront donc augmenter de leur coût d'assurance. Ça, c'est lié à la zone, c'est lié à la zone de résidence. Et également, les données montrent que les individus qui ont un indice de masse corporelle qui avoisine, par exemple, les 40, donc ces individus-là également se verront augmenter de leur coût d'assurance. Là également, en fait, ce sont ces genres de diagrammes-là qui nous permettent d'expliquer un peu la variabilité du coût d'assurance. Donc, voilà en gros, voilà. Et donc, voilà en gros la première partie, donc, qui consistait à expliquer un peu les, euh, les outils qu'on utilise pour développer ces solutions basées sur des modèles intelligents. Maintenant, si vous me le permettez, je vais passer à. Je vais vous montrer un peu le bloc et je vais commenter quelques résultats. Et voilà, après, vers la fin, on va lancer l'application pour voir un peu le fonctionnement de notre solution. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en même temps, je vais attendre avant la fin. Je vais copier les liens. Je vais envoyer ça au modérateur, à notre responsable Tamsir. Et lui, il va se charger de publier ça sur nos différents canaux. Et voilà, du coup, tout le monde aura la possibilité de consulter l'article d'abord. Et voilà. Et en même temps, voilà. Donc, quand vous venez, donc ça, c'est la présentation du blog. Ça, c'est purement personnel. Bon, quand vous venez, vous rentrez directement ici. Donc, ça c'est l'article. Voilà. Ok. Donc, il y a des choses à modifier parce que cette date-là, c'est. Cette date, je ne l'ai pas encore modifiée, mais bon, ça se fera après. Ok. Voilà en gros le bloc. D'accord. C'est bon jusque-là? Donc c'est bien. Je peux continuer? Ah, super. Ok. Donc voilà en gros l'article voilà, qui a découlé de cette étude-là. Et donc il faut comprendre que l'article a été structuré en six sections. D'accord. On a une introduction, une analyse des données, ainsi de suite. Donc, si on regarde bien ici au niveau de l'introduction, donc on a défini un peu les concepts, hein, ce qui motive l'étude un peu. On a défini quelques notions, la notion en sciences des données. On a également rappelé l'utilisation des algorithmes de machine learning dans la prédiction des primes, ce qu'on a vu à voir tout à l'heure. Et en même temps, on a, voilà, donc, également, on a en même temps rappelé l'importance du machine learning pour extraire les connaissances, ainsi de suite. Voilà, nous, on va mettre l'accent sur l'analyse exploratoire des données. Donc, il faut comprendre que donc, dans cette étude, donc, on a utilisé des données qui proviennent du site Kaggle. D'accord. Donc, je ne vais pas entrer. Bon, il y a un lien, cliquez, donc ça vous permet d'avoir accès aux données. Donc, tout est disponible. Et donc là, voici les différentes variables qui ont été utilisées dans cette étude. Donc là, on a l'âge, on a le sexe des individus, l'indice de masse corporelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et voilà un petit aperçu des données qui ont été voilà, de nos différentes données. Et donc, il faut comprendre qu'on en a 1000 et quelques données et suivant 10, suivant bon, cette variable. D'accord. Voilà. Et donc, il faut comprendre que donc ça, c'est une étape importante, l'analyse exploratoire des données, parce que c'est en fonction des features, c'est-à-dire c'est en fonction des dépendances ou bien c'est en fonction de ces résultats-là que vous découvrirez les meilleurs prédicteurs. D'accord. Les meilleurs prédicteurs. Parce que ce sont ces meilleurs prédicteurs-là qui nous conduisent à ce qu'on appelle les meilleurs modèles. Donc, c'est super important cette partie-là. C'est une partie à ne pas négliger. Et je vois que beaucoup donc négligent cette partie. Alors que, voilà,
et disons plutôt c'est la partie la plus difficile, hein, d'accord? Parce que les algorithmes, voilà, il faut juste savoir s'en servir, hein, il faut juste avoir une petite expérience dessus. Mais cette partie-là, c'est pas donné, d'accord? Et il faut comprendre, les résultats également dépendent fortement de cette partie. Si cette partie elle est bien faite, donc vous pouvez vous pouvez vous retrouver avec 80% de, vous avez 80% de chances de réaliser un excellent étude. Sinon, voilà, vous pouvez avoir des résultats biaisés. Donc, c'est une partie à ne pas négliger. Donc, voilà. Donc, l'analyse univariée, et là, on a ce qu'on appelle les indicateurs de dispersion et de cohésion. On a la distribution des âges, ainsi de suite. Et là, comme vous le voyez, le diagramme est interactif, hein, comme on l'a dit, comme on l'avait préconisé au départ. D'accord? Et l'élément qui nous permet de rendre interactif ces diagrammes-là, c'est la librairie eChartCoder. Hein, d'accord? C'est ce qu'on a utilisé tout au long de cette étude. OK. Maintenant, nous, on va commenter la variable target, d'accord? Donc, on va commenter un peu la variable target. Donc, notre variable cible ici, c'est les coûts d'assurance, d'accord? Donc, l'histogramme, déjà, semble déceler une tendance asymétrique, d'accord? Une tendance asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'allure d'une cloche. Par exemple, regardez ici, on a à peu près, si on prend l'indice de masse corporelle, on a à peu près une cloche. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à peu près, donc, si on prend ceci, donc, on peut s'attendre à ce que la moyenne soit sensiblement égale à la médiane, d'accord? Et donc, autrement dit, ici, la moyenne, elle est interprétable. Donc, la moyenne, elle est, ça m'échappe, quoi. Elle est représentative, voilà, c'est ça que je vais oublier. La moyenne, elle est représentative. Alors ici, la moyenne ne l'est pas parce qu'on a une asymétrie. La moyenne n'est pas représentative ici. Et donc, pour interpréter cette distribution, d'habitude, nous nous basons de la valeur médiane qui est plus représentative, voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les commentaires. Voilà. Ainsi de suite. Là, c'est pour les variables qualitatives. On a refait la même chose, d'accord? Et ainsi de suite. Tout est interactif. OK. Maintenant, ça également, on a fait l'analyse bivariée. L'analyse bivariée, c'est très important parce que ça permet d'étudier les corrélations ou bien les dépendances entre les variables, entre elles, mais également les dépendances entre nos différents prédicteurs par rapport à la variable target. Autrement dit, parce que ces liens-là, c'est super important lorsque vous faites utiliser des modèles de régression. D'accord? Il y a beaucoup de modèles de régression qui dépendent fortement de ces features-là, c'est-à-dire de ces patterns-là, d'accord? De ces liens-là, d'accord? Raison pour laquelle, donc, on cherche toujours à étudier les dépendances entre les variables pour pouvoir découvrir les meilleurs prédicteurs pour nos algorithmes de machine learning. D'accord. Donc, on commence souvent par la matrice de corrélation pour essayer d'étudier la liaison des variables continues puis 2 à 2, ainsi de suite. Et donc, ici, l'étude a montré que les données montrent que l'âge et les couvertures d'assurance, ça, on l'avait vu tout à l'heure dans la présentation, que l'âge a un fort impact sur la variable du coût d'assurance. Et donc, déjà, a priori, donc, les données avaient montré que donc, l'âge et les charges de couverture d'assurance sont les deux variables les plus liées, les plus corrélées. D'accord? Voilà. Et donc, il faut noter que donc, ça, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà obtenu dans la visualisation. Et donc, ce sont ces informations-là qui nous permettent donc de savoir est-ce que donc cette variable-là, je peux garder ça comme étant prédicteur ou pas. Et parce qu'on en a besoin dans l'étude. D'accord? Voilà. Et là, c'est la distribution de la charge d'assurance. Donc, toujours distribution de la charge d'assurance selon l'âge des bénéficiaires. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut comprendre que l'âge, c'était une variable, l'âge était une variable quantitative, c'était une variable numérique, une variable continue. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, on a eu à faire des modifications. C'est-à-dire, au lieu de laisser l'âge sous sa forme numérique, nous, on l'a catégorisé. On l'a classifié, on l'a catégorisé en classes. Et donc, après, on a étudié la répartition des différentes classes. Donc, ici, on a la classe des soixantaines, la classe des vingtaines, ainsi de suite. Comment on a fait ces différentes classes? Donc, en fait, si on prend ici la classe des vingtaines, c'est-à-dire c'est l'ensemble des individus qui ont leur âge compris entre 20 et 29 ans, c'est-à-dire qui ne dépensent pas 30. On dit que ce sont les individus de la vingtaine, et ainsi de suite. Après, on a étudié la dépendance entre le coût d'assurance et ces classes d'âge-là. Et donc, les données montrent ici une évolution croissante, d'accord? Autrement dit, plus on se rapproche des classes de la classe des soixantaines, plus le coût est élevé. Ici, c'est ce que les données montrent. Et également, les données montrent que cette association est statistiquement significative. Hein? Donc, autrement dit, on peut affirmer avec une haute certitude que en fait, l'âge est lié à
l'âge est lié au coût d'assurance. Déjà, a priori, les données avaient montré ça. D'accord. OK. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pratiquement avec pratiquement toutes les variables. Donc, on ne va pas toutes les citer. Vous aurez l'occasion vous-même d'aller voir ça. Et, voilà. Tout est commenté dans l'article. OK. Maintenant, là, c'est un autre exemple où cette fois-ci, on a réalisé ce qu'on appelle ça super important. Et c'est pas donné souvent souvent, c'est important d'étudier. Autrement dit, quand on enseigne en master, souvent, on a tendance à enseigner la liaison, la dépendance entre deux variables. Mais il faut comprendre que dans un diagramme pareil, on peut aller jusqu'à 3, on peut chercher la liaison entre 3 variables, ce qu'on appelle l'analyse tridimensionnelle. D'accord. Ici, on a cherché à étudier la liaison entre l'âge, les couvertures d'assurance et le fait de fumer. D'accord. Et donc, déjà, a priori, l'analyse bivariée avait montré que, d'accord, que les coûts d'assurance étaient plus élevés chez les personnes les plus âgées. Ça, on l'avait vu. Mais les données montrent également que ce coût est d'autant plus élevé chez les fumeurs. D'accord. Et très élevé chez les fumeurs. D'accord. Et donc, les données ont montré que le coût était en fait plus élevé chez les personnes les plus âgées, mais toutefois les données révèlent que ces couvertures d'assurance-là concernent en réalité les personnes qui fument du tabac. Donc, les personnes qui fument, c'est les personnes qui ont les charges les plus élevées, contrairement aux autres. Voilà. Et donc, on a fait la même chose cette fois-ci avec l'indice de masse corporelle également. Et également, les données ont également montré que, regardez ici, par exemple, je peux faire la chose suivante. D'accord. Ça, ce sont les individus qui fument, d'accord. C'est les individus fumeurs. Et donc, on voit qu'à partir de 30, ça on l'avait vu également, à partir de 30, on voit que il y a une forte évolution et une forte fluctuation des coûts d'assurance. Donc, à partir de 30, on voit que chez les fumeurs, à partir de 30, déjà, il y a une forte fluctuation des coûts d'assurance. D'accord. Ça, on peut le voir facilement. D'accord. OK. Maintenant, après, troisième partie, on a attaqué un peu l'aspect théorique. C'est important. On est en master MSI, modélisation statistique et informatique. On est dans le département de mathématiques. Donc, c'est possible, on ne peut pas parler de mathématiques. Donc, on peut pas zapper l'aspect théorique. D'accord. Donc, raison pour laquelle on a expliqué un peu le principe des modèles de régression. Et donc, il faut comprendre que la meilleure manière pour comprendre une régression linéaire, c'est de commencer par une régression linéaire simple. D'accord. Ce qu'on a fait, on a expliqué un peu avec vraiment, voilà, on a pris le temps quand même de détailler, de fournir pas mal de théories sur ça. Et donc, je pense que ça peut intéresser énormément nos étudiants de M1 et de M2, ceux qui vont commencer à rédiger leur mémoire. Et c'est ça, en fait, l'objectif. C'est de permettre quand même d'avoir un départ sur ça. Et également de commencer à se préparer pour la sorte. N'est-ce pas, Tom Cyr? Ok, super. Voilà. Donc, vous avez ici tout ce qui est aspect théorique. Donc, je ne vais pas trop, m'attarder sur ça. Donc, je vais juste expliquer l'idée de tout ça. Donc, il faut comprendre que ici, on a ce qu'on appelle un modèle linéaire. Donc, on essaie de théoriser un peu un modèle linéaire de la forme d'habitude unique AX plus B. D'accord, AX plus B, où A, ce qu'on appelle A et B sont les paramètres. D'accord. Et il faut comprendre que si on a, avec ces modèles linéaires, il faut comprendre que l'idée, c'est de chercher à estimer ici la variable du coût d'assurance. Et donc, autrement dit, dans cette théorie-là, l'idée c'est d'utiliser un logiciel qui serait capable de nous fournir une estimation de ces deux paramètres-là. Parce que la variable X, elle est connue d'office. La variable Y aussi, elle est connue d'office. Mais les deux paramètres-là, θ1 et θ2, elles ne sont pas connues. Ces deux paramètres, ils ne sont pas connus, ils sont estimés ils sont estimés par le distributeur, c'est-à-dire par R ou bien plutôt par l'ordinateur pour être simple. D'accord. Et donc, la manière d'estimer ces deux paramètres-là, c'est ce qu'on appelle, c'est ça qu'on a expliqué dans la suite. Quelle est la manière pour estimer ces deux paramètres-là. D'accord. Et il faut comprendre d'une manière classique, pour ce qui est des modèles de régression, moi, je me rappelle quand on était en M2, quand on était en master, d'accord, les modèles, les méthodes que l'on enseigne en master d'habitude, ce sont la moyenne carrée ordinaire, d'accord, les méthodes MCO, d'accord, les moyennes carrées ordinaires. C'est la méthode classique, d'accord, pour estimer les paramètres là. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, voilà, ce sont les méthodes classiques avec les modèles classiques de régression, linéaire simple, linéaire multiple, d'accord. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que la science a évolué. On travaille avec des données volumineuses du moins. D'accord. Et donc, il faut comprendre que pour ce qui est de la méthode des moyennes carrées,
il nous arrive de faire ce qu'on appelle, donc pour estimer un peu ces paramètres-là, il nous arrive de faire ce qu'on appelle, de calculer des matrices inverses, des matrices. Et donc, c'est possible là, d'accord, c'est possible. Lorsqu'on a des données limitées, c'est bien possible d'inverser des matrices. Mais lorsqu'on a des données très volumineuses, d'accord, ça risque d'être compliqué. Donc, il sera donc difficile de trouver un algorithme qui sera capable d'inverser une telle matrice. Raison pour laquelle, donc, voilà, pour pallier à ce blocage-là, on fait recours à ce qu'on appelle une autre méthode intitulée la descente du gradient. Ça qu'on va voir plus tard. Mais il faut comprendre que jusque-là, moi, je parle d'estimation. Mais quand on estime quelque chose, donc il faut s'attendre également à faire ce qu'on appelle des erreurs. D'accord? Quand on parle d'estimation, on parle également d'erreurs. Et donc, il faut comprendre que la méthode de la descente du gradient, c'est une méthode d'optimisation qui consiste à minimiser la fonction coût, c'est-à-dire qui consiste à minimiser l'erreur d'estimation. L'erreur d'estimation n'est rien d'autre que, on verra ça, ce n'est rien d'autre que la différence entre la valeur estimée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ici la fonction d'hypothèse, et la véritable valeur, la valeur réelle de notre fonction. Et donc, on chercherait donc à minimiser cette erreur-là. Et donc, pour minimiser, donc, on fait appel ici à cette méthode-là. Elle est décrite ici, la méthode de la descente du gradient. C'est une méthode d'optimisation où il s'agira donc de discrétiser la fonction gradient. Et donc, l'idée, c'est de chercher ici ce qu'on appelle les deux paramètres alpha et bêta ainsi de suite. Parce que ici, on a eu à reformuler ici, voilà, on l'a expliqué ici. Donc, au départ, on avait des θ 0, θ 1. Après, finalement, on a fait un changement de variable et on les a appelés alpha et bêta. Donc, on cherche en fait les meilleurs alpha et bêta qui conduisent au meilleur modèle. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle les meilleurs alpha et bêta? C'est les valeurs où on a un coût moindre, c'est-à-dire où on a le coût le plus faible. C'est-à-dire, et donc, on cherche à minimiser la fonction perte, d'accord? La fonction coût. Et donc l'idée de la descente du gradient, c'est de chercher ce qu'on appelle le meilleur pas. Le meilleur pas, dans le jargon des scientifiques, on parle du learning rate. D'accord? On cherche à déterminer le meilleur lambda. Ici, c'est ce paramètre-là, lambda. On cherche à trouver le meilleur lambda qui nous permettrait de trouver les meilleurs alpha et bêta. D'accord? Donc, on a décrit un peu la méthode itérative, donc tout est expliqué. Et d'accord, donc voilà, donc tout est expliqué et vers la fin, n'est-ce pas, on a même eu à faire la formulation matricielle de tout ça parce qu'il faut comprendre que, d'accord, il faut comprendre que dans l'estimation de ces algorithmes, dans les calculs de ces éléments-là, donc l'algorithme utilise des matrices, donc ça n'utilise pas les données réelles, donc on a eu à théoriser tout ça, d'accord. Ok. Et après qu'on ait fini de faire la régression linéaire, donc on a généralisé sur la régression linéaire multiple, ce qui est notre cas. Maintenant, il faut juste comprendre qu'avec une régression linéaire, il faut comprendre que donc il y a juste quelques hypothèses à vérifier. Il faut s'assurer que la fonction soit convexe. Parce que la descente du gradient sans la convexité ne marcherait pas. Donc, il faut s'assurer que, parce que cette méthode d'optimisation repose sur une hypothèse fondamentale, à savoir, il faut s'assurer que la fonction coût, parce qu'ici on a utilisé ce qu'on appelle la fonction, l'erreur quadratique moyenne. C'est l'erreur quadratique moyenne qu'on a essayé de minimiser. D'accord? Mais il faut comprendre ici, il faut regarder, on l'a quelque part ici. Quand on regarde l'erreur quadratique moyenne, c'est une fonction carrée. Tout le monde sait que x on a sur x carré, c'est une fonction qui est convexe. D'accord? Et étant donné que le coefficient est positif, donc on se dit que donc, ça c'est terminal. La concavité, elle est là. Par exemple, si je prends une coupe, d'accord, là où on verse, par exemple, le vin, une coupe de vin, donc là où la partie creuse là, ce qu'on appelle la convexité, la concavité du moins, excusez-moi, elle est orientée vers les y positifs, donc parce que c'est du fait que le coefficient multiplicateur ici est positif. D'accord. Tout ça, c'est des choses faciles à comprendre, hein, vraiment. D'accord. Étant donné que la fonction elle est convexe, donc il n'y a pas de lézard, donc la méthode d'optimisation elle est bien possible pour ce qui est de la régression linéaire simple. Mais pour ce qui est de la régression linéaire multiple, dans ce cas, attention, on peut se retrouver avec un blocage. Ce blocage est dû du fait que pour ce qui est d'une régression linéaire multiple, il faut comprendre que donc on a plusieurs données en même temps, on a plusieurs variables différentes. Par exemple, on a l'âge, on a le sexe, on a les coûts d'assurance. C'est des variables qui sont exprimées sur des unités différentes. Et donc, si on donne ça directement, si on applique directement la descente du gradient, donc au niveau de l'optimisation, donc on risque de générer du biais, on risque d'avoir un blocage.
parce que le modèle aura du mal à véritablement n'est-ce pas, opérer. Et donc, pour pallier à ce manquement-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc lorsqu'on a des données, lorsqu'on fait une régression multiple, surtout lorsqu'on utilise ce qu'on appelle des modèles paramétriques, comme la régression linéaire, d'accord, la régression linéaire, comme les modèles Naive-Bayes, comme tout ça, d'accord. Avec ces modèles-là, on parle de modèles paramétriques. Lorsqu'on utilise ces modèles paramétriques-là, c'est-à-dire les modèles qui dépendent de distribution, d'accord, dépendent d'une loi de distribution, excusez-moi. Donc, lorsqu'on utilise ces modèles-là, la standardisation devient obligatoire. Donc, il faut standardiser les données. Et donc, la manière de standardiser les données consiste donc à enlever l'effet des unités. Donc, l'une des manières qu'on utilise souvent, c'est cette transformation-là. Maintenant, ça, c'est l'aspect théorique. D'accord? Donc, et une fois qu'on a standardisé les données, donc le reste, c'est pratiquement la même chose. Donc, on peut utiliser à nouveau la descente du gradient pour optimiser et trouver donc les meilleurs paramètres. D'accord? Pour estimer un peu notre modèle. Maintenant, on va expliquer un peu l'application. D'accord? Et donc, après ça, donc, on a passé à l'application. Donc là, on a utilisé ça, on a déjà utilisé, on a utilisé R. Et donc, ici, il s'agit de la librairie TidyModels qui nous a fourni les modèles qu'on a utilisés. Et donc, TidyModels, c'est une librairie qui nous permet donc de franchir ces différentes étapes-là, à savoir le découpage des données, comme on appelle le pré-traitement des données, l'apprentissage des modèles, l'évaluation des modèles et le déploiement. D'accord? C'est TidyModels qui nous fournit les fonctions qui nous permettent de réaliser tout ça. D'accord. Pour ce qui est des données, donc ça, on en a déjà parlé. D'accord, voilà. Maintenant, ici, on utilise une fonction, ce qu'on appelle TidyModels nous fournit une fonction du nom de initial state. C'est une fonction qui permet de découper le jeu de données en données d'entraînement et données de test. C'est vrai que quand vous allez lancer ici la donnée, vous allez voir que la donnée elle est déjà découpée. Moi, j'ai pas utilisé la donnée qui est découpée. Moi, j'ai utilisé seulement la donnée d'entraînement. J'ai utilisé ça pour pouvoir moi-même utiliser ma fonction pour découper en fait la donnée en jeu d'entraînement, jeu de test. D'accord? Et donc, mais vous pouvez directement ne pas utiliser la fonction split et utiliser directement les données d'origine. D'accord? Ok. Maintenant, également, la librairie TidyModels ici nous fournit les algorithmes nous fournit également pas mal d'algorithmes de machine learning, mais nous, on s'est limité à 5 algorithmes de machine learning. Et c'est des algorithmes qui permettent de réaliser ce qu'on appelle des études de régression. D'accord? Pourquoi le choix d'une étude de régression? Parce qu'on a ici une variable target qui est continue. Lorsque vous avez une variable target continue, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les algorithmes de régression. Mais lorsque vous avez une variable target qui est binaire ou bien multimodale, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les algorithmes de classification. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les variables de comptage. Là, il faut faire très attention. On a l'impression d'avoir des données numériques, mais ce n'est pas des données numériques, c'est des variables de comptage. Et donc, c'est vrai que, voilà, et pour ces variables de comptage-là, l'idéal, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la régression de Poisson. Donc, il y a une nette différence pour ce qui est la régression classique et la régression de Poisson. On fait après ce qu'on appelle les modèles de Bayes. D'accord? Bon, c'est en fait, c'est la spécialité du professeur Ngoma. Donc, je pense qu'après, il pourra réviser dessus. Ok. Donc, là c'est juste un exemple de comment on entraîne nos modèles, comment on développe un algorithme de machine learning via la librairie TidyModels. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'il y a une fonction qu'on n'a pas illustrée ici. Il s'agit de la fonction ReCipes. ReCipes, pour l'expliquer, c'est simple. C'est-à-dire, quand vous voulez préparer, par exemple, un plat, souvent, vous vous basez sur une recette. Donc, vous avez une recette qui vous dit que donc, pour préparer tel plat, vous avez besoin de telle chose, ainsi de suite. Vous avez besoin par exemple, de tel outil, vous avez besoin par exemple, de tel ingrédient. Donc, on a une librairie ReCipes qui nous fournit une fonction ReCipes qui nous permet de faire tout ce qui est pré-processing. Parce que je me rappelle qu'au départ, quand on faisait les modèles de machine learning, l'étape pré-processing était longue. On devait découper la donnée, la standardiser, la normaliser, la diviser, tout ça. Mais aujourd'hui, avec ReCipes, donc, vous avez, ne serait-ce qu'avec quelques lignes de commande, on fait toute l'étape de pré-processing. C'est-à-dire qu'on peut, n'est-ce pas, découper la donnée, on peut la diviser, c'est-à-dire qu'on peut la discrétiser parce qu'on a ce qu'on appelle des variables multimodales. Comme par exemple, je prends la zone de résidence, comme par exemple la variable région.
c'était sud-est, nord-est, ainsi de suite. Donc on la discrétise en numérique, en binaire, quoi. D'accord? On discrétise et également on a la possibilité de standardiser nos données, c'est-à-dire d'enlever l'influence des unités. Et une fois qu'on a défini de faire tout ça, maintenant on vient spécifier un modèle. Puisque je vais utiliser un modèle de régression, donc je définis ici ce qu'on appelle la fonction de spécification. Donc je dis à l'algorithme que je veux un modèle de régression et il y a plusieurs modèles de régression. Maintenant je spécifie lequel. Ici j'utilise ce qu'on appelle le modèle GLMNet. GLMNet c'est un jumelage entre quoi un modèle linéaire et un modèle comment on appelle ça, et un modèle d'intelligence artificielle, d'accord, un modèle de réseau de neurones net, d'accord, network quoi, d'accord, ok. Maintenant, l'un des avantages fondamentaux de la librairie Tidy Model, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle la fonction workflow. La fonction workflow est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que vous avez vu que on a défini en fait plusieurs fonctions. On a ce qu'on appelle la fonction recipe, que vous avez vu GLM recipe, GLMnet recipe. Ça, on l'a défini quelque part. C'était une fonction qu'on avait définie. Ensuite, on a défini GLM specification. Maintenant, on va utiliser workflow. Workflow, c'est quoi? En fait, workflow, c'est un framework qui permet de fluidifier. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites un plat, vous avez votre recette. D'abord, par exemple, si vous voulez cuisiner, par exemple, du mafé, c'est un plat que j'aime bien. Donc, vous commencez par éplucher les carottes et tout. Après, vous gardez ça quelque part. Bon, corrigez-moi si je me trompe. Hein. Vous épluchez les carottes, vous gardez ça quelque part. Épluchez les choux et vous les gardez ça quelque part. En un moment, vous avez besoin de tout, vous avez besoin de tout mettre dans la marmite. D'accord? C'est ce que fait en fait workflow. Une fois que vous avez défini la fonction recipe, la fonction specification, maintenant, workflow va vous permettre de regrouper toutes ces fonctions-là. Et avant de terminer, il y a ce qu'on appelle les fonctions hyperparamètres. Là encore, c'est super important parce que ça permet d'améliorer considérablement les algorithmes de machine learning. Les hyperparamètres, on en a parlé ici. En fait, ce qu'on appelle le learning rate, on l'a ici. En fait, c'est le part de la descente de gradient. D'accord? C'est le part de la descente de gradient. D'accord? Ce qu'on appelle le learning rate. C'est l'élément alpha que vous avez vu ici. Vous avez vu, c'est l'élément alpha là. Maintenant, ces éléments-là, ils ne sont pas donnés. Il faut être capable de les chercher. Et maintenant, on a ici les fonctionnalités qui nous permettent d'aller chercher les meilleurs hyperparamètres pour optimiser nos modèles pour avoir de meilleurs rendus. Et donc, ici, on a défini les hyperparamètres. Il faut comprendre que tous nos modèles, on a eu à définir les hyperparamètres. Et ce n'est pas donné. D'accord. Et là, le reste, voilà, on a cette site pour ceux qui ont déjà fait R, donc ça c'est quoi? Donc c'est pour fixer la graine aléatoire. Maintenant, ici, il faut comprendre que donc, les algorithmes de machine learning prennent beaucoup de temps dans le traitement, dans l'exécution. Et donc, ici, on a fait appel à ce qu'on appelle les calculs parallèles, parce que c'est important. Donc, on fait appel aux calculs parallèles. Par exemple, si moi j'ai une machine de 6 Go de RAM, d'accord? Et donc, le fait de définir cette fonction-là, ça va permettre donc à mon algorithme de pouvoir utiliser n'est-ce pas, toute ma RAM. Autrement dit, tous les cœurs de ma machine seront utilisés, seront déployés pour entraîner le modèle. Et ça, vous verrez que ça améliore de façon exponentielle le temps d'exécution des algorithmes. Donc, c'est super important. Et maintenant, pour finir aussi, on utilise la fonction tune, d'accord? C'est la fonction tune qui nous permet donc en fait d'entraîner le modèle. Et le modèle est entraîné sur le jeu de test, d'accord? Et ici, on a utilisé ici en fait une fonction que j'ai pas expliqué. Ici, c'est en fait ce qu'on appelle la méthode de rééchantillonnage des données. Il faut comprendre, dans la manière, on a plusieurs manières d'entraîner les modèles. On a ce qu'on appelle la cross-validation, ce qu'on appelle la validation croisée, qui consiste à diviser les données en blocs et à chaque fois d'entraîner le modèle sur les différents blocs là et de les confronter avec un bloc que l'on va garder quelque part pour pouvoir évaluer. Vers la fin, le modèle va faire la moyenne pour nous donner la meilleure prédiction. Ça, c'est une manière de faire. Mais ici, on a ce qu'on appelle resampling. Nous, on a utilisé ce qu'on appelle on a utilisé une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode de... Non, ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Peut-être ça va me revenir, quoi. J'ai perdu un peu le fil, quoi.
Ok. Et donc, avant de finir, ici, on a défini l'erreur quadratique parce que quand on entraîne un modèle, donc le modèle, n'est-ce pas, il est entraîné sur le jeu de test. Donc, le modèle fait ce qu'on appelle une estimation. Et qui parle d'estimation doit également parler d'erreur. Donc, le modèle fait une estimation moyennant une erreur. Et ici, donc, ces erreurs-là sont ce qu'on appelle les métriques. Donc, ce sont suivant ces erreurs-là que l'on pourra savoir est-ce que le modèle il est bon ou pas. Et dans le cas d'une régression, en fait, ces métriques-là ce sont en fait nos outils de mesure. Ce sont ces deux éléments-là, ce sont ces deux fonctions-là qui vont nous permettre de savoir, de pouvoir évaluer notre modèle. Est-ce qu'il est bon ou pas? Et donc, un modèle est bon lorsque l'erreur, n'est-ce pas, faite par le modèle au cours de son entraînement est le plus petit possible. D'accord? Mais en dehors de ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne, le RMSE, dans ce qu'on appelle le R carré. Bien vrai que le R carré donc, est un peu limité, mais certains cas il est bon, dans d'autres cas c'est un peu limité. Raison pour laquelle en machine learning, on fait appel au R carré et en même temps du RMSE. Parce que le R carré c'est un peu limité. C'est un peu limité d'utiliser seulement le R carré. Donc on utilise les deux. D'accord? Et R carré, on appelle ça le coefficient de détermination. Donc on utilise ça pour voir un peu l'adéquation du modèle. D'accord? Voilà. Et donc, voilà le classement qu'on a eu à faire. Donc, le tableau ci-dessus nous fournit le classement des différents modèles. D'accord? Et donc, on voit que donc, le modèle Random Forest, c'est le modèle qui est en tête. Donc, après entraînement des modèles, donc c'est le modèle qui est le plus performant avec la plus petite erreur. Avec un coefficient de détermination qui est égal à 85. Autrement dit, ça, on pourra interpréter. R2 qui est égal à 85, cela veut dire que donc on a une adéquation de 85%. Donc autrement dit, les données expliquent à 80% la variabilité la variabilité du coût d'achat. Ok. Maintenant, au moment d'évaluer les modèles, souvent on craint, n'est-ce pas? On a une crainte, c'est-à-dire que souvent on craint ce qu'on appelle le phénomène d'overfitting, c'est-à-dire il faut faire attention à ce que le modèle ne refite pas. C'est quoi? Dans le jargon des scientifiques, on parle d'overfitting, d'accord? Mais en français, on parle de surajustement. C'est quoi le surajustement et tout ça? Tout ça, on l'a expliqué ici. Cela veut dire que, donc, on peut entraîner un modèle, d'accord? Voir que parce que là, c'est les résultats c'est en fait, regardez bien. Par exemple, quand je prends ici Random Forest, ici, vous avez vu, ici, c'est on the test. C'est-à-dire que ça, c'est l'évaluation du modèle sur le jeu de test. Et là, vous avez encore Random Forest on the train. C'est-à-dire ça, c'est l'évaluation du modèle sur le jeu de train, sur le jeu d'entraînement. D'accord? C'est tout ça qu'on a représenté ici. Quand vous regardez ici, quand je prends le RMSE, vous avez vu, si je prends le RMSE sur le jeu d'entraînement, cette erreur elle est plus petite sur le jeu de test. Donc cela veut dire que dans ce cas-là, c'est bon. C'est-à-dire plus l'erreur est petite, n'est-ce pas? Si on a le contraire, dans ce cas, on se dit que notre modèle a overfité. Donc c'est pas bon. D'accord? On parle donc de surapprentissage, d'accord, du modèle. C'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui prépare un examen, n'est-ce pas? Il apprend, n'est-ce pas? Et il vient à l'examen et il partage sans pourtant maîtriser. Ce qu'on appelle le overfitting, d'accord? L'overfitting. Dans ce cas, on dit que le modèle a overfité. Ce qu'on appelle le surapprentissage. Et donc, ici, donc, on voit que donc, les performances, n'est-ce pas, elles sont meilleures dans les jeux de test. Donc, ça veut dire que notre modèle n'a pas overfité. Donc, ça veut dire que le modèle là, il est bon. Dans le cas contraire, on dit que le modèle a overfité. Donc, c'est ce qu'on a cherché à expliquer un peu à travers ce diagramme-là. D'accord? Et également, en dehors du RMSE, d'accord, c'est la métrique sur laquelle on s'est basé pour évaluer les modèles. En dehors du RMSE, on a également ici le coefficient de détermination, le R carré. D'accord? Voilà. Maintenant, là, également, toujours dans la recherche du meilleur modèle, donc il ne faut pas oublier également les hyperparamètres. Parce que pour connaître un modèle, il faut qu'il y ait les meilleurs hyperparamètres qui conduisent au meilleur modèle. Et là, donc là, on nous a permis donc de voir les meilleurs hyperparamètres, l'évolution des paramètres, autrement dit, la distribution de ces hyperparamètres-là, c'est-à-dire quels sont les hyperparamètres qui ont conduit au meilleur modèle. D'accord? Voilà. Et maintenant, là également, là on vient à la dernière partie, n'est-ce pas, pour ce qui est de l'évaluation de notre modèle. Est-ce que le modèle est toujours bon?
Et une manière, pour ce qui est des modèles de régression, une manière d'évaluer un algorithme de machine learning pour ce qui est des algorithmes de régression, c'est d'étudier, autrement dit, la variation entre quoi, les valeurs prédites et les véritables valeurs. Donc, ce qu'on a fait ici. Donc, ici, il faut comprendre que nous, on a utilisé notre modèle random forest pour faire une prédiction. Une fois qu'on a fini de faire la prédiction, on a comparé cette prédiction-là avec les véritables valeurs, avec la véritable valeur de la valeur coût. D'accord? Donc ici, on a ici, donc du coup, ça nous donne ici une variation entre quoi? Entre les valeurs réelles, n'est-ce pas, et non-prédiction. Et donc, si on regarde bien, donc on voit que donc, la plupart des données, n'est-ce pas, sont proches de ce qu'on appelle la droite de régression. Cela veut dire quoi? Les valeurs qui sont proches de la droite de régression, ça veut dire que ce sont les bonnes prédictions. Ça veut dire que si on a le maximum de données proches de la droite de régression, ça veut dire que la prédiction est bonne. Plus les données se rapprochent de la droite de régression linéaire, la droite, ce qu'on appelle la première bisectrice, plus les données se rapprochent de cette première bisectrice-là, plus la prédiction elle est bonne. Regardez, par exemple, cet exemple-là. Quand on met le curseur, donc ça nous dit que la valeur actuelle est de par exemple 11 600, alors que le modèle a prédit, par exemple, le modèle a prédit 35 000, alors que la valeur réelle est de 11 000. Ça, c'est pas une bonne prédiction. Alors que, prenons par exemple cet exemple-là, donc on va à peu près, on a les mêmes valeurs. Le modèle a pu prédire, la donnée correctement. Donc, la valeur réelle, c'était de 33 000 et quelques, alors que la valeur prédite est issue de 33 000 et quelques. D'accord? Voilà, donc c'est ça en fait. Donc, il faut comprendre qu'une prédiction n'est jamais parfaite. D'accord? Mais ici, voilà, donc on a ici un R carré à hauteur de, on a ici un coefficient de détermination à hauteur de 86%. Donc, d'accord. Ce qui est le coefficient d'adéquation. Ok. Maintenant, on va entamer l'avant-dernière partie ici où on va parler ici des facteurs. On va essayer d'étudier les facteurs qui influenceraient sur le coût d'assurance maladie. Ça, on en a déjà parlé. Donc, l'étude a montré qu'en fait, c'est l'âge, le fait de fumer et ici l'indice de masse corporelle sont les variables qui impactent le plus sur la variable du coût d'assurance. Et donc, le diagramme suivant, donc ici, on a fait appel à la librairie d'Alex, d'Alex, et ça qui nous permet de voir en profondeur la variable du modèle. Ça, c'est en fait la fonction d'Alex, etc. C'est une fonction qui permet d'expliquer un modèle de machine learning. C'est une fonction très utile. Parce que parfois, c'est un peu difficile d'expliquer un modèle de machine learning parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais heureusement, on a ces librairies-là qui nous permettent d'expliquer la variation. Il suffit juste de savoir comment s'en servir parce qu'il y a beaucoup de calculs statistiques qu'il faut faire. C'est vrai, c'est pas donné. Non. Il y a beaucoup de calculs statistiques. Non, c'est pas difficile, c'est facile à comprendre aussi. D'accord? Il y a quelques calculs statistiques à faire derrière pour réaliser ce diagramme-là. D'accord? Et donc, ça, on l'avait déjà vu. Donc, on voit que, donc, par exemple, si on prend ici les individus, n'est-ce pas, qui appartiennent à des familles larges, par exemple, les individus qui résident dans les zones nord-est et les individus dont l'indice de masse corporelle est égal à, par exemple, environ 40, tous ces individus-là se verront augmenter de leur coût d'assurance. Donc, chez les individus-là qui présentent ces caractéristiques-là, en réalité, le coût d'assurance seront élevés. Et contrairement, si on prend par exemple les individus qui sont non-fumeurs, ou bien les individus qui ont 35 ans ou moins, ces individus-là se verront donc un coût d'assurance moins élevé, ainsi de suite. Là, c'est l'explication un peu, c'est ce que le modèle nous fournit comme explication. Et ces explications-là, on les obtient à partir du modèle de machine learning. C'est le modèle de machine learning qui nous fournit ces explications. Voilà. Maintenant, on va conclure. Donc, d'accord. Donc, dans la conclusion ici, donc l'idée, donc, c'est en fait, après qu'on ait fini de développer un modèle de tout ça, d'entraîner les modèles et de voir un peu quels sont les facteurs qui influencent sur la variable du coût. L'idée donc, c'est à partir de ces informations-là, l'idée donc, c'est de développer une solution, d'accord. Et donc, cette solution-là va se faire suivant deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la recherche de business, également, voilà. Il y a ce qu'on appelle le business intelligence, n'est-ce pas, qui doit être défini. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai fini de développer mon modèle.
qu'est-ce que le modèle peut me permettre de régler, en fait, dans le futur? Est-ce que le modèle peut me permettre à faire la chose suivante, de sorte que si demain, si j'ai un client quelconque, n'est-ce pas, pour un client donné, en connaissant ces caractéristiques-là, est-ce que je peux, n'est-ce pas, lui trouver le meilleur coût approprié, n'est-ce pas, suivant les caractéristiques que j'ai de cet individu-là? C'est la question que l'on se pose. C'est-à-dire pour un client donné, n'est-ce pas, est-ce que je peux lui trouver le meilleur coût adapté à son profil? Et là, c'est ce que le modèle fait en fait. Donc le modèle, désormais, une fois que vous lui donnez les inputs, il est capable, à partir de données historiques, n'est-ce pas, de vous faire une prédiction et donc de vous trouver donc, le coût approprié pour cet individu-là. D'accord. Et maintenant, donc c'est ce qu'on a implémenté, d'accord. Et on a implémenté à travers ceci. Voilà, c'est bon maintenant. Ok. Donc l'application marche. Donc voilà. Donc dans un premier temps, donc on a ici deux fonctions. Donc une première fonction, c'est nous permettre de comprendre un peu la variabilité des coûts d'assurance. Donc par exemple, si vous regardez ici, ça renvoie à ce qu'on a eu à découvrir avec la fonction d'Alex Extra. Donc ici, on voit les individus. On voit que donc le fait de fumer, donc ça participe, ça augmente le coût de la couverture d'assurance, contrairement aux non-fumeurs, d'accord. Et les données montrent également que quoi, le fait de résider dans la zone sud-est, d'accord, également, c'est un peu lié à l'augmentation des coûts d'assurance, d'accord. Les individus qui se verront, qui résident dans la zone sud-est, se verront augmenter de leur coût d'assurance, et ainsi de suite. Donc, tous les individus qui prennent les caractéristiques qui sont ici à droite, donc se verront donc augmenter de leur coût d'assurance, contrairement aux individus qui sont là. Par exemple, si je prends ici le sexe, donc les données montrent que donc, ce sont les hommes qui ont les coûts les plus élevés donc, que les femmes, ainsi de suite. Pour ce qui est des indices de masse corporelle, les données montrent que donc, par exemple, si on prend les individus qui ont plus de 34, n'est-ce pas, comme indice de masse corporelle, donc ces individus-là se verront donc augmenter de leur coût d'assurance, contrairement aux autres, ainsi de suite. Pour l'âge en même temps. Maintenant, ça c'est la première fonctionnalité de cette application. Maintenant, ici, vous avez la possibilité donc de faire une estimation, d'accord, en fonction des inputs que vous allez donner au modèle, d'accord, d'avoir ici une prédiction. Et donc, ici, par exemple, vous avez vu que par défaut, donc j'ai mis 39 ans. Par exemple, je conseille que j'ai un client qui a 39 ans, qui est de sexe masculin, dont l'indice de masse corporelle est de 30, et donc qui appartient à une famille réduite, d'accord. Famille réduite, c'est-à-dire qu'il y a moins de 3 enfants, d'accord, qui a au max 3 enfants du moins, c'est comme ça qu'on va définir, au max 3 enfants, d'accord. Maintenant, ça, est-ce que l'individu fume? Non, l'individu ne fume pas. Maintenant, sa localité, l'individu réside dans la zone sud-est, et donc on peut estimer un peu, et donc le modèle a estimé. Donc quand on exécute, donc le modèle nous fait une estimation. Donc pour cet individu-là, en renseignant tous ces caractéristiques-là, le modèle nous dit que donc on peut s'attendre à donc son coût est estimé à $6,479, d'accord, le coût de la couverture. Donc quand vous allez changer un peu ici, par exemple, quand vous changez l'un des paramètres, automatiquement la prédiction sera différente, d'accord, ainsi de suite, d'accord. Par exemple, quand je prends les individus, par exemple l'âge, quand j'avais vu que l'âge était vous avez vu, ça ne nous affiche rien. Par exemple, quand je vais mettre 60 ans, ça nous dit, vous avez vu que ça a augmenté de façon exponentielle. Donc les individus là, donc ont une couverture de 16 000 et quelques dollars, d'accord. Voilà. Et donc, quand même, il y a des limites. Par exemple, quand je vais mettre, par exemple, 80 ans, automatiquement, on nous dit, voilà, on avait mis des limites. Donc, attention, veuillez renseigner l'âge entre 18 et 70. Donc, il y a des limites. D'accord. On ne peut pas mettre n'importe quel... On peut pas mettre tout ce qu'on veut. Parce que, voilà, sinon, ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut comprendre que les données ont été entraînées sur des individus qui ont varié de 60 à... qui ont varié de 20 ans à je pense, 69 ans ou comme ça. L'indice de masse corporelle également, donc c'est limité également. Donc je vais encore enlever ici, je vais mettre 45. Voilà. Et donc ici également, quand vous regardez sur l'indice de masse corporelle, également, quand je vais mettre par exemple 70,
vous avez vu que donc, voilà, il dit attention, donc renseigner un indice entre 15 et 60. Donc là, je me suis trompé même dans l'étiquette. Changer ça plus tard. Alors, voilà en gros, voilà ce qu'on a prévu de partager avec vous. Donc maintenant, on va laisser au responsable de distribuer la parole. Donc s'il y a des questions, donc ou bien le prof de reprendre la parole. Voilà. Tamsir, vous avez la parole. Mais c'est dommage, moi je